Irak. Yes, c'est bon. Donc, comme ça, je mettrai en ligne l'intervention pour ceux qui ne peuvent pas me... Voilà. Pour ceux qui sont derrière leur écran, si vous voulez que je vous envoie le support écrit, ben vous m'envoyez un mail. Je vais vous montrer ça avant la fin de la réunion. Bon, ou sur notre site internet, il y a le contact aussi. Donc, voilà. Donc ce soir, on va parler des mouvements de la Terre. Alors, comme je vous le disais, hein, je ne vais pas vous parler des tremblements de terre, de tout ça, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je vais vous parler des mouvements de la Terre, c'est-à-dire comment la Terre se déplace dans le système solaire, puis dans l'univers. Donc, on va parler des mouvements, il y en a deux principaux. Hein, la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, hein, et euh, l'autre mouvement, c'est le mouvement de la Terre. On appelle ça la révolution de la Terre autour du Soleil. Hein, voilà les deux mouvements principaux de la Terre. Donc, on va commencer par la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, ce cours-là, c'est un cours, je veux dire, basique. Hein. Normalement, tout ce que je vais vous raconter, ah, vous devriez le savoir, quoi. Ouais. Vous l'avez peut-être su, vous l'avez oublié, donc ça va revenir. Et donc, la Terre tourne sur elle-même, suivant un axe pôle nord, pôle sud, bien sûr, et elle tourne sur elle-même en 23 heures 56 minutes 4 secondes autour de l'axe des pôles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle fait également le tour du Soleil, une révolution, en une année. Hein. On appelle ça l'année tropique, c'est l'année qui ramène les saisons, notamment quand la Terre revient dans un point particulier qu'on appelle le point vernal. Eh bien, on appelle ça la révolution tropique. Vous connaissez déjà ça, donc je vais vous passer cette petite vidéo. Alors ça parle de la révolution des planètes, parce que toutes les planètes, et la Terre, vous le savez, c'est une Les planète. planètes, comme le reste de la matière de l'univers, sont soumises aux forces de gravitation exercées par les autres corps présents dans l'espace. Elles exécutent une série de mouvements déterminés autour d'une étoile centrale par rapport à elle-même, enfin par rapport aux autres étoiles. Le mouvement de révolution correspond à celui de la planète autour de son étoile. Dans le cas de la Terre, la durée de ce mouvement correspond à une année. Il faut en revanche à Pluton 248 années terrestres pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. Le mouvement de rotation est celui que réalisent les planètes autour de leur axe. La Terre met 24 heures pour effectuer cette rotation, alors que Jupiter n'a besoin que de 10 heures. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Chaque oscillation est d'une période de 19 ans. Oui. Alors donc, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même est inclinée par rapport au plan de l'écliptique dans lequel elle se déplace. Mais l'angle reste toujours égal à 23 degrés. Mais vous avez vu que c'est un peu comme une tupi. Il reste égal à 23 degrés et quelques, mais il change. Donc ça veut dire que l'étoile polaire, ici, puisque l'étoile polaire, c'est l'étoile dans laquelle l'axe de rotation de la Terre se dirige. L'étoile polaire, bah, elle va changer. Hein, dans quelques, je crois que c'est dans 4000 ans, je crois, ça sera l'étoile Vega qui sera l'étoile polaire. L'étoile polaire ne sera plus l'étoile polaire, c'est-à-dire pour regarder le pôle Nord, on va regarder l'étoile Vega et non pas la petite étoile que l'on voit en ce moment, que pas une étoile très, très, très généreuse.
Voilà. Donc, on va revenir là-dessus, hein. Bon, donc, on a déjà vu ça. Donc, vous savez qu'elle tourne en 24 heures. Et donc, bah, le mouvement apparent elle tourne euh, de l'ouest vers l'est. En effet, on voit le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest. Ça veut dire que c'est nous qui tournons, hein. Le soleil, lui, il reste à peu près, il reste toujours à peu près à la même place. Donc, c'est nous qui tournons, hein. Et c'est parce qu'on tourne d'ouest en est que l'on voit enfin, vous me rattrapez si je me trompe, hein, mais le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et ben nous, on fait l'inverse, d'ouest en est. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a mis en évidence cette rotation de la Terre? Ben, la première démonstration était faite en 1851, mais c'est ça, hein, c'est le pendule de Foucault. Vous avez tous entendu parler de ce pendule de Foucault. Je vous conseille d'aller le voir, hein, il est au Panthéon. Bon, alors moi j'y suis allé, ça fait, je crois que c'est l'an dernier. J'étais un peu déçu des explications. J'aurais pu faire le discours à la place du bonhomme en disant un petit peu plus. Voilà. Et j'étais avec mon petit-fils, je l'avais déjà bien expliqué avant. Voilà, il m'a dit, il n'a rien dit, monsieur. Non, il devait être pressé de partir, il avait un train à prendre. Voilà, mais enfin, allez-y quand même, parce que même indépendamment du discours qui est fait, on voit le pendule se déplacer, c'est assez impressionnant. Donc, le pendule, c'est quoi? Ben, donc, ça a été fait, je veux dire, en 1851, la première fois, par le physicien Henri Foucault, qui est né en 1819 et mort en 1868. Alors, vous savoir que la première expérience qu'il a fait ça dans sa cave. Hein, il avait dû prendre un petit pendule, il a fait ça dans sa cave, et puis après, il a présenté son expérience au Palais de l'Industrie lors de l'exposition universelle de 1855. Et là, donc, ça avait plu à beaucoup de gens. Et donc, voilà. Alors maintenant, le pendule de Foucault, bien, oui, il est au Panthéon. À une certaine époque, il était, je crois, au musée des Arts et Métiers. Hein, il était au musée des Arts et Métiers. Je crois que les boules initiales, d'ailleurs, sont toujours aux Arts et Métiers, hein, d'après ce que je sais. Ouais. Voilà, c'est des boules de 28 kilos, ouais, et 68 mètres, 67 mètres de haut. Voilà. Et donc, on voit très bien, vous restez 10 minutes, vous voyez bien que la Terre tourne, hein. Ah, pourquoi? Ah, ben, j'ai pas. Normalement, j'ai une animation là. C'est pas venu. Bon, pas grave. Alors, la durée du jour maintenant, hein. Euh, la durée du jour, la Terre tourne sur elle-même. Donc, à un moment donné, vous êtes dessus, en Martinique, le soleil se lève, il va passer au méridien et il va se coucher. Donc, la durée du jour, quand il passe au méridien, pardon, la durée du jour stellaire, c'est-à-dire par rapport à une étoile fixe, et au loin, mesure exactement 23 heures 56 minutes et quelques secondes, hein. C'est ce qu'on appelle le jour stellaire. Donc, passage consécutif de la Terre devant de votre méridien, devant une étoile. Mais pendant ces 23 heures 56 minutes, la Terre, elle, s'est déplacée autour du Soleil. Donc, elle ne va pas repasser. Vous voyez, ici, supposons que ce soit l'étoile polaire. Vous visez pardon, oui, l'étoile polaire. Elle est, et le Soleil est dans la même direction que l'étoile polaire. C'est vu de l'esprit, bien sûr, hein. Bien, elles sont alignées, donc le Soleil est à votre péridien, ici, l'étoile polaire est là. La Terre tourne, mais en même temps, elle se déplace. Donc, au bout de 23 heures 50 minutes, vous allez toujours voir l'étoile polaire dans la même direction, hein. Là, les deux droites sont parallèles, mais
l'étoile polaire est tellement loin qu'on peut considérer que... hein. Et donc, il faudra, pour que votre méridien passe à nouveau devant le Soleil, il faudra un petit temps supplémentaire. Et ce temps, c'est 4 minutes. Voilà. Donc, c'est pour ça que la durée du jour, passage au méridien, est de 24 heures. 23 heures 56 minutes, le temps que la Terre revienne dans l'aplomb du même étoile. Mais comme la Terre s'est déplacée entre-temps, attendre un petit peu, 4 minutes de plus, hein, pour qu'il revienne au méridien. C'est clair à peu près? Bon. Alors la Terre, les 4 minutes, ça s'explique comment? La Terre fait le tour du Soleil en 365 jours. Ça veut dire que grosso modo, ça fait 1 degré par jour. Donc, hein, la Terre se déplace autour du Soleil d'1 degré par jour, hein, indépendamment donc, de sa rotation. 1 degré par 24 heures, ça fait donc 4 minutes par jour, le petit calcul. Hein. Alors, un truc intéressant, le degré, vous savez d'où ça vient? Le degré existe depuis les Sumériens, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et pourquoi cette unité d'angle a été conservée? Pourquoi? Ben, vous voyez le rapport. À cette époque-là, la précision de l'année n'était pas extraordinaire, donc l'année faisait pour eux 365 jours, 360 jours. Donc, voilà. Donc, ils avaient adopté comme angle, hein, 1 degré. Et on a conservé cette mesure d'angle. Hein, voilà. Donc, voilà l'origine. Hein. Voilà, grosso modo. Alors, je viens là, bon, vous voyez, hein, il y a l'étoile polaire, la Terre tourne autour autour d'elle-même, et les étoiles. Alors, je vais vous... Bon, on va faire un peu de mathématiques quand même, vous êtes venus là, hein, pour faire travailler vos méninges quand même un petit peu. Hein. Donc, bien, mais ça sera la seule fois, hein, que j'en ferai. J'en ferai une en fin de session, là, un peu plus tard, quand on parlera des distances. Voilà. Donc là, c'est la sphère terrestre, hein, avec l'équateur terrestre, vous savez ce que c'est. Et puis, bon, vous êtes ici. Vous êtes ici, un lieu d'observation. Et le point qui est juste au-dessus de vos têtes, c'est le zénith. Hein. Le point qui est au-dessus de vos têtes, c'est le zénith. Et le point qui est en dessous, juste en dessous, vous savez comment ça s'appelle? Le nadir. Hein. Donc, le zénith, nadir. Voilà. Alors, si c'est ça votre lieu d'observation, votre horizon, bah, il est tangent. Hein. Il est tangent à la sphère, tangent à la sphère terrestre, hein, l'horizon. Hein. Donc, voilà votre horizon. Alors, on va faire un petit calcul savant. Hein. Euh, alors, il y a des élèves qui sont en quatrième, là? Non? Vous avez passé la quatrième? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 2 angles dont les côtés sont respectivement perpendiculaires sont égaux. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est loin, hein? Donc, oui, tu savais ça? Ah, bah, tu vois, heureusement qu'il y a des jeunes. Hein. Donc, regardez bien ce côté-là et celui-là sont perpendiculaires, et celui-là et celui-là sont perpendiculaires. Ça veut dire que cet angle-là est égal à cet angle-là. Hein. Propriété, voilà. Maintenant, un autre petit théorème que vous connaissez peut-être. Bon, ça, c'est la fameuse étoile, enfin le soleil, peu importe. Alors, on le voit quand même dans la même direction. Là, les étoiles sont parallèles parce que le soleil est tellement loin qu'on peut considérer que c'est dans la même direction. Et qu'est-ce qu'il y a comme propriété des étoiles parallèles? 2 angles alternes internes sont égaux. Ça vous dit quelque chose aussi? Hein? Non? Ah, quand même. Donc, cet angle-là est égal à celui-là, et celui-là est égal à celui-là. Donc, ça veut dire que ici, votre étoile polaire, hein, c'est l'étoile polaire, votre étoile polaire est dans cette direction ici, eh bien, elle a une hauteur au-dessus de l'horizon qui est égale à votre latitude. Cet angle-là est égal à celui-là,
Ça, c'est ce qu'on appelle la latitude, hein, la distance angulaire par rapport à l'équateur. Eh bien, la hauteur de l'étoile polaire est égale à votre latitude. C'est-à-dire que nous, latitude, la Martinique, c'est une hauteur de 14 degrés et demi, grosso modo. L'étoile polaire, vous allez avoir une hauteur de 14 degrés, hein, par là. Hein. OK. Et c'est pas très haut. Alors que Paris, Paris, ça va être 48 degrés de latitude nord, l'étoile polaire est là. Et nous, on voit nos étoiles tourner autour de l'étoile polaire, hein, puisque la Terre tourne, et on voit certaines étoiles qui se lèvent ou se couchent, hein, on est relativement bas sur l'horizon. En métropole, comme l'étoile polaire est relativement haute, il y a des étoiles qui ne se couchent jamais. C'est le cas de Cassiopée. Cassiopée, que je vous parlais tout de suite, hein, Cassiopée en Martinique, à certaines époques de l'année, elle se couche. Hein, d'ailleurs, quand on voit Cassiopée, on ne voit pas la Grande Ourse. Hein, les deux sont opposés par rapport au pôle Nord. Donc en Martinique, quand on voit Cassiopée, c'est le cas en ce moment, vous ne verrez jamais la Grande Ourse. Et à l'inverse, quand vous voyez la Grande Ourse, vous ne verrez pas Cassiopée. En métropole, un Cassiopée, vous la voyez, elle ne se couche jamais. Hein, elle se couche jamais. Vous savez pourquoi? Ben, Cassiopée, c'était une déesse qui avait eu le malheur de déplaire à Junon. Ce n'était pas de sa faute, c'est Zeus qui était tellement pour tout le bon. Donc, peu importe. Et donc, alors, comme pénitence, Junon, la femme de Zeus, a dit à Cassiopée, ben, jamais tu ne pourras te laver les cheveux, je te mets dans un endroit où tu ne pourras jamais toucher l'océan. Voilà simplifié, hein, vous avez compris, je suis allé raccourci. Voilà. Donc, souvenez-vous de ça, hein, la hauteur de l'étoile polaire, c'est égal enfin, la latitude du lieu est égale à la hauteur de l'étoile polaire. Et vous avez la démonstration, comme vous avez tous compris, j'en suis sûr. Là, c'est pas compliqué, hein. Je fais exprès pour vous rappeler, vous souvenir de sixième, de quatrième, de troisième. Voilà, alors il y a durée du jour, durée donc d'ensoleillement. Et donc, la durée du jour n'est pas la même, bien sûr. Elle dépend d'une part de l'époque de l'année, ça va, et deuxièmement de la position de l'observateur. Et ça, vous l'avez tous constaté, hein, la durée du jour en Martinique varie relativement peu entre l'été et l'hiver, hein, un décalage, mais le décalage maximum, pardon, le décalage maximum, vous voyez, est de 1h44. 2 heures, enfin on le sent quand même, ça fait. Mais à Paris, le décalage est de 7h55, presque 8 heures. Et ça, on l'a constaté maintenant, tout le monde peut le constater qu'en hiver, en métropole, il fait jour très tard et il fait nuit très tôt. Voilà, donc alors, je vais vous expliquer pourquoi justement. Là, vous avez Fort-de-France, et là, vous avez Lille. J'ai pris Lille parce que, oui, Lille est à 50 degrés de latitude, donc c'est plus facile que, hein, comme ça, c'était pour m'amuser. Donc, ici, en Martinique, notre étoile polaire, le pôle Nord, j'ai mis 15 degrés, 14 degrés, 6, donc vers 15 degrés, et à Lille, 50 degrés. Donc, toutes les étoiles vont sembler tourner autour du pôle. Hein. Je vous rappelle, c'est la Terre qui tourne, mais nous, on voit le ciel tourner. Hein. Eh bien, vous voyez que en Martinique, bon, la durée du jour et la durée de la nuit, c'est-à-dire le temps que met le soleil pour parcourir tout ça, bon, il y a une différence. Mais la différence est beaucoup plus faible que pour l'île. Regardez pour l'île, en hiver, le soleil est là.
très court, durée très court, alors qu'en été, il est beaucoup plus long qu'en Martinique. Et tout ça vient du fait, justement, que le pôle est beaucoup plus élevé et le Soleil, lui, varie par rapport à l'équateur. Il vient jusqu'ici maximum en été et minimum ici en hiver. C'est pareil pour ici, maximum ici. Voilà. Vous remarquez aussi une petite chose au passage, je reviendrai peut-être, c'est qu'en métropole, quand on regarde le soleil à midi, hein, le méridien par là, soleil à midi, pardon, le méridien là, le soleil à midi, il est toujours, ça c'est le pôle nord, donc le point cardinal nord est ici, d'accord, hein, point cardinal nord sur l'horizon. Hein. Vous savez ce que c'est que le point cardinal nord, hein, c'est le nord de la boussole, quoi, hein. Donc il est là, et le sud est là, et bien le soleil, même quand il passe au méridien, on l'observe toujours en regardant vers le sud. Vous êtes là, l'observateur. Dans tous les cas, quand vous regardez le soleil, le nord étant là, ben, il est vers le sud. Donc c'est pour ça qu'en métropole, toutes les vérandas sont orientées vers le sud, puisque c'est là que le soleil, bien sûr, arrive. Alors qu'en Martinique, vous orientez vers le sud si vous voulez, hein, mais ça a beaucoup moins d'impact. Et puis, on voit une chose, la plupart du temps, on le regarde vers le sud, mais là, regardez, quand le soleil est là, eh ben, on le regarde vers le nord. On l'observe vers le nord à midi. Et vous savez tous que le soleil passe au zénith de la Martinique, en avril. Donc en avril, avant le mois d'avril, à midi, on le regarde en se tournant vers le sud. À partir du 29 avril, quand on le regarde, il faut se tourner vers le nord. Parce qu'il est au milieu, il est juste au zénith. Voilà. Vous voyez aussi qu'il ne passe jamais au zénith des régions métropolitaines. Hein. Souvent, quand vous entendez à la radio, le soleil passe au zénith, ils se trompent, ils confondent zénith avec culmination. Culmination, c'est quand le soleil est à sa hauteur la plus grande de l'année, le 21 juin notamment, le soleil en métropole culmine à sa hauteur maximum, il n'ira jamais plus haut, mais il ne passe pas au zénith pour autant. Hein. Voilà. Alors pour oui, ben voilà ce que je voulais vous dire pour la hauteur. Hein. Vous voyez, le 29 avril et le 13 août, à un jour près, hein, hop, nous, on a le soleil qui passe au zénith. Voilà. Alors qu'en métropole, le soleil ne passe pas au zénith. Ça va? Vous suivez là, ça va? Bon. Alors, la durée du jour en fonction de la latitude. On a vu que la durée du jour dépendait effectivement de deux choses, de la saison, bien sûr, donc de la position du soleil par rapport à l'équateur, et aussi de la latitude du lieu. Alors là, vous avez un petit peu un petit tableau. Je suis allé jusqu'à 80 degrés. 66 degrés, 5, c'est le cercle polaire, c'est pour information. Donc, vous voyez que la durée du jour est égale à 12 heures, latitude 0, à l'équateur. Tous les jours de l'année, la durée du jour, l'ensoleillement, est de 12 heures. Et pour tous les lieux de la Terre, la durée du jour égale 12 heures, le 21 mars et le 22 septembre, un jour de près sur les années, lorsque le Soleil passe justement à l'équinoxe. Équinoxe, ça veut dire quoi? Équinoxe, jour égale nuit. Et donc, pour tous les lieux de la Terre, quand le Soleil passe à l'équinoxe, voilà, le jour dure 12 heures et la nuit, 12 heures. Et alors après un petit tableau qui est facile à faire, hein. 14 degrés vers le sud, c'est pour nous la Martinique. Le 21 décembre, le solstice d'hiver, 11 heures. Et donc en été, le 21 juin, 12 heures. Hein. Ouais, ça fait un peu plus d'une heure, comme je vous le disais. Alors qu'à Paris, mettons 50, vous voyez, 7 heures et 16 heures, ça correspond à ce que je vous disais tout de suite, hein, presque 8 heures. Bah, vous apprenez des choses, vous savez ça? Ah bon? Ah bon?
J'ai l'impression de dire des banalités, alors je ne sais pas trop. Bon, ben, je continue. Hein. Alors, le crépuscule. Ah, le crépuscule, vous savez que lorsque le soleil se couche, et sous l'horizon, il ne fait pas nuit d'un seul coup. Pour un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, ceux qui sont de ma génération connaissent, mais les autres, hein, un certain temps. Il parlait du canon pour se refroidir. Donc, trois crépuscules. Le crépuscule civil, eh bien, c'est défini d'une manière un peu arbitraire, mais c'est quand le soleil, mais vous allez voir, c'est quand le soleil est 6 degrés en dessous de l'horizon. Après, il y a le crépuscule. Après, j'ai quelqu'un qui veut entrer dans la conversation. Bienvenue, madame. Bienvenue. L'autre, le soleil, lorsque le soleil euh, est à 12 degrés au-dessous de l'horizon, c'est le crépuscule nautique. Et je vous donne l'explication un peu plus tard. Et lorsqu'il est à moins 18 degrés au-dessous de l'horizon, c'est ce qu'on appelle le crépuscule astronomique. Donc voilà les durées du crépuscule. En Martinique, le crépuscule dure à peu près 26, 27, enfin un peu moins d'une demi-heure. À Paris, ça peut aller jusqu'à 50 minutes. Donc il ne fait pas noir, hein, comme je vous le dis, hein, immédiatement. Et crépuscule nautique, je vais vous expliquer plus loin pourquoi on l'appelle nautique, varie donc en Martinique, il faut atteindre 1 heure, 50 minutes. Et à Paris, c'est un peu plus. Un crépuscule astronomique, c'est là quand il fait nuit noire, c'est-à-dire quand on voit toutes les étoiles possibles à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle le crépuscule astronomique. Et bien chez nous, il faut quand même attendre un peu plus d'une heure, hein, presque 1 heure et demie, après le coucher du soleil ou avant le lever, hein, pour qu'il fasse nuit noire. Enfin, pour le lever, c'est l'inverse. Voilà. Et à Paris, je vais vous montrer ça, il ne fait jamais nuit noire entre le 13 et le 30 juin. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Alors, le crépuscule civil, on peut dire que quand le Soleil est donc 6 degrés en dessous de l'horizon, c'est là qu'on commence à voir les planètes. Hein, les planètes, c'est les corps qu'on va voir en premier. Donc, en ce moment, vous voyez Jupiter, qui est assez haut dans le ciel, et Saturne, pratiquement un quart d'heure, 20 minutes. Après, elles sont relativement brillantes en ce moment. Elles vont apparaître. Hein. Et au crépuscule nautique, là, le soleil étant un peu plus bas, 12 degrés, vous allez voir déjà les premières, les planètes, bien sûr, et les étoiles de magnitude. Magnitude, c'est l'échelle de mesure de luminosité. Et plus l'étoile est brillante, et plus la magnitude est faible. Hein. Donc, magnitude 2, c'est déjà une étoile qui est relativement éclatante, qui a un éclat relativement fort. Donc, vous commencez à voir les grosses étoiles, hein, donc au crépuscule nautique. Alors, pourquoi on appelle nautique? Ben parce que euh, c'est l'heure à laquelle les marins sortaient, je dis sortaient parce que maintenant ils ne font plus, sortaient le sextant et mesuraient la hauteur de au moins 3 étoiles pour connaître leur position. Parce qu'on voit encore l'horizon. Au crépuscule nautique, l'horizon est encore visible et les étoiles les plus grosses sont visibles aussi. Donc ça vous permet de. Je suis un ancien marin, hein, donc voilà. Donc le sextant, j'ai appris le sextant à l'école. Maintenant, ils ne savent plus hein, ce que c'est. Hein. J'ai monté sur un bateau, ça fait quelques années. J'ai dit au commandant, mais où est votre sextant? Il dit sextant, sextant. Il avait ramassé dans son coffre. Bon, sextant. Hein, mais moi, à mon époque, quand je naviguais, on sortait tous les matins le sextant pour faire le point d'étoile, qu'on appelait ça, et puis le soir, on faisait un autre point d'étoile, et puis dans la journée, on observait le soleil pour calculer le passage méridien, puis c'est là qu'on savait où on était. Bon, on était bien français, parce que nous, on faisait ça tous les jours. On avait des navires norvégiens, ils travaillaient le Pacifique, ils traversaient le Pacifique, ils faisaient un pont au départ, un point estimé à 3 ou 4 jours avant l'arrivée, pour voir s'il n'était pas perdu. Voilà, donc tout ça, c'est la petite histoire. Crépuscule astronomique, c'est lorsque
toutes les étoiles sont visibles, les étoiles visibles à l'œil nu, hein, bien sûr. Et donc, et notre vue, quand elle est bonne, et nous permet de voir des étoiles jusqu'à la magnitude 6. Voilà. Donc, hein, je vous rappelle, c'est une étoile, c'est une échelle, disons, qui marche à l'envers. Plus la magnitude est faible et plus l'étoile est brillante. Et alors, à l'œil nu, vous êtes censé voir des étoiles jusqu'à la magnitude 6. Bon, donc vous avez une bonne vue. Avec un télescope, vous pouvez voir les étoiles jusqu'à la magnitude 11. Donc ça veut dire que vous gagnez quand même, vous voyez des étoiles que vous ne voyez pas à l'œil nu. C'est ça l'intérêt peut-être d'un télescope, de voir des étoiles qu'on ne voit pas. Mais au télescope, je vous parlais tout de suite, une étoile ressemble à une autre étoile, hein. C'est un petit point lumineux. Donc même si vous en voyez plus, vous ne les voyez pas mieux. Vous voyez toujours un petit point lumineux, hein. C'est sûr. Voilà. Et, voilà. Et c'est pour ça que, vous voyez, j'ai fait le petit graphique là, pour vous montrer qu'à Paris, eh bien, à Paris, ici, entre le 13 juin et je crois le 30 juin, on ne voit jamais. Ça, c'est la courbe remonte vers l'infini, là. Donc, on ne voit jamais toutes les étoiles, donc il ne fait jamais une nuit noire. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Alors, une autre petite précision aussi, oui, souvent on utilise le terme aube pour le crépuscule du matin. Mais en astronomie, le crépuscule, c'est le crépuscule du matin et le crépuscule du soir. Donc, on a coutume de dire aube pour crépuscule du matin. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'aube et puis il y a aussi un autre terme, l'aurore. L'aurore. Alors là, l'aurore, c'est les lueurs de l'aube. Hein, voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, variation de la durée du jour. Oui. Donc là, on vient de voir que la durée du jour, 24 heures, 23h56, elle est relativement stable au cours des ans, puisqu'elle augmente actuellement de 1 seconde en 42 000 ans. Voilà, hein, c'est bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi. Alors, la Terre et la Lune s'éloignent environ de 3,8 cm par an. Et ça, pour le phénomène de marée. Et on verra ça peut-être quand je parlerai le mois prochain de la Lune. Le phénomène des marées, ça crée, si vous voulez, le renflement, hein, dû à l'attraction de la Lune, à la fois sur l'eau, mais à la fois sur la Terre. Il faut savoir que la Terre aussi, il y a des marées terrestres. Enfin, je veux dire, la Terre est aussi un peu attirée. Hein, donc, elle a une proportion beaucoup moins grande que pour l'eau, mais bon. Et tout ça, ça crée dans la rotation, ça crée ce qu'on appelle en mécanique un balourd. Pour ceux qui sont à l'école technique, ils savent ce que c'est que le balourd un petit peu. Hein. Donc c'est le poids qui. Voilà. Et donc ça crée un balourd, et ce balourd-là, ça ralentit un petit peu la Terre. Et pour conserver ça, c'est un problème de mécanique bien molette, hein, mécanique physique, eh bien, le ralentissement de la Terre, pour conserver le moment cinétique de l'ensemble Terre-Lune, il faut que la Lune s'éloigne. Et donc, c'est de 3,8 cm par an. C'est la Terre ralentie donc de 2,4 millisecondes par siècle. Bon, tout ça, c'est pour se faire plaisir, hein, on s'en fiche un petit peu, mais il faut savoir que ça existe quand même. Et alors, on a maintenant, je reviens au jour sidéral qui fait 23h56 par rapport au jour moyen, disons, au passage de méridienne, 4 minutes. Et bien là aussi, la variation de 4 minutes n'est pas tout à fait constante. Bon, là, je vais aller rapidement parce que je ne veux pas vous péter la tête, mais il y a deux causes à cela. Il y a deux causes à cela. La première, c'est que, et on va le voir plus tard, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, on l'a vu, mais elle ne tourne pas suivant un cercle. C'est-à-dire, elle tourne suivant une ellipse. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un certain moment,
elle est plus proche elle est plus proche du Soleil, et l'autre, c'est une ellipse. Et vous voyez qu'ici, justement, en janvier, elle est relativement proche du Soleil. Voilà. Et il y a une loi qu'on va voir tout de suite là, c'est Kepler qui a découvert tout ça, c'est que quand la Terre est ici au plus près du Soleil, elle va plus vite sur son orbite. Elle se déplace plus rapidement. Et comme elle se déplace plus rapidement, donc elle revient devant le Soleil au méridien à un temps un peu différent, un temps plus long. Hein. Et donc, plus rapide. Enfin, donc, vous voyez, il y a un petit décalage par rapport à la durée de rotation stellaire, 23h50, comme la Terre se déplace aussi un petit peu, qu'elle se déplace ici un peu plus vite en hiver qu'en été, la durée du jour est un peu, ces 24 heures sont un peu variables, c'est pas fixe. Il y a une autre raison, là je ne vous en parle pas, c'est ce qu'on appelle la réduction à l'équateur. Et donc, toujours pour terminer, la durée du jour, les deux erreurs dont je viens de vous parler, on a appelé ça l'équation du temps. L'équation du temps et la durée du jour solaire définie comme intervalle séparant deux midis solaires varie un petit peu entre 23h59 minutes 40 secondes, c'est ça ici, et 24 heures 0 minutes 30 secondes. Alors ça, bon, c'est intéressant parce que quand on fait des calculs astronomiques, vous comprenez bien qu'on tient compte de toutes ces choses-là. On tient compte de l'équation du temps, notamment. Voilà. Et maintenant, je parle de nos montres. Nos montres, le mouvement, il est régulier. Hein, on a un mouvement régulier. Or, on a vu que la durée, c'est 24 heures, c'est pas tout à fait 24 heures. Quelquefois, c'est plus, quelquefois, c'est moins. Hein, par rapport à l'heure solaire. Nos parents ou grands-parents étaient cultivateurs, la plupart. Ils ne travaillaient pas dans un bureau. Ils marchaient à l'heure solaire. Moi, mes parents n'ont jamais eu une montre. Enfin, pas eu une montre, j'exagère. Mais ils parlaient souvent heure solaire. Dans ma campagne, les gens disaient du midi au soleil. Il n'y avait pas de montre quand ils allaient dans les champs. Hein. Donc, le Parisien qui avait sa montre, il disait le midi, le paysan, le premier, il était fou. Une heure là. Hein. Bon, j'exagère, mais c'est presque ça. Donc, vous voyez, notre montre a un mouvement régulier. Or, le Soleil, lui, n'a pas un mouvement. Donc, on revient pas. Le Soleil ne revient pas sur notre méridien d'un mouvement régulier. Voilà. Alors, en plus de ce petit écart là, entre nos montres et le Soleil, bon, vous savez aussi qu'on a des fuseaux horaires. Donc, on se rajoute encore. Bon, quand vous êtes à Brest, vous avez la même heure à votre montre, mais au Soleil, c'est pas du tout la même chose entre Brest et Strasbourg. Hein. Donc, il y a une différence. Il est midi à Strasbourg au Soleil, c'est-à-dire le Soleil passe au méridien de Strasbourg. C'est pas à midi, c'est midi solaire. Le midi à Brest, midi solaire à Brest, n'est pas du tout à la même heure des bandes. Un décalage. Ça va, ça? C'est à peu près clair? Hein. Alors, il y a aussi un autre petit aspect de chose, c'est le Soleil, au cours de l'année, se lève et se couche dans des directions qui sont variables. On a coutume de dire le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Oui, d'accord. Bon, c'est pas tout à fait ça. Hein, c'est pas tout à fait ça. Donc, vous voyez ici, là, j'ai fait le petit graphique. Pour Fort-de-France, le Soleil, je le mets ici. En hiver, on est ici, ça c'est janvier. Le Soleil à Fort-de-France se lève au sud-est. L'est là, au sud-est. Et en été, il va se lever au nord-est. Et pareil, pour le coucher, il y a une différence un peu. Je vous raconte une anecdote. J'ai aménagé dans le nouvel appartement, là, et donc des stores. Et mon épouse, cet été, me dit: ah, c'est pas bon, là. L'après-midi, je suis dans le canapé, là,
on voit le soleil qui vient. Je dis, chérie, t'attends un mois, puis bon, le soleil va se déplacer, donc je pas un mois même. Bon, alors, il a fallu changer l'histoire. Bon, voilà. Vous avez compris, hein, donc la direction du lever et coucher du soleil n'est pas la même, à la fois en fonction de l'époque de l'année et en fonction du lieu d'observation, bien sûr. Alors maintenant, on a fini hein, avec la rotation de la Terre sur elle-même, on a vu durée du jour, tout ça. Maintenant, on va s'acharner. On va essayer de voir un petit peu plus sur ce qui est de la révolution de la Terre autour du Soleil. Et là, donc, on va parler des lois de Kepler, des anétropiques, sidérales, anomalistiques. Je vais vous laisser tomber parce que autrement, on va parler aussi un petit peu des saisons et puis du zodiaque. Hein, voilà. Alors, avant de parler de ça, je fais un petit rappel historique. Hein. Vous savez que jusqu'à Copernic, en fait, hein, Copernic, c'est le 15e siècle, la, on pensait que la Terre était au centre de l'univers, enfin l'univers était, disons, était au centre du système de tout ce qui tournait. La Terre était au centre. Donc le Soleil tournait autour de la Terre, les planètes tournaient autour de la Terre et les étoiles, bien sûr, étaient plus ou moins fixes, mais tournaient autour de la Terre. C'est le système qu'on appelle le Ptolémée, d'Aristote, qui a été repris par Apollinaire, géocentrique. Géocentrique, c'est-à-dire c'est la Terre qui est au centre de l'univers. L'univers étant quand même relativement, à cette époque, on ne savait pas, connaissait pas les galaxies, tout ça. Hein, bon. Et ce système, donc, qui a duré pendant près de 2000 ans, plus de 2000 ans, eh bien, a été un peu, pas contesté parce que Copernic, qui a émis cette hypothèse-là, n'était pas contestataire, pas du tout. C'était un chanoine. Et il a trouvé que c'était plus simple, et je vais vous dire pourquoi c'était plus simple, de mettre non pas le Soleil au centre de tout ce qui tourne, mais de mettre la Terre. Il dit, tiens, ça marche mieux. Mais en disant, c'est juste une hypothèse. Hein, parce qu'à cette époque-là, quand on disait que la Terre n'était pas au centre du système universel, on mourait sur le bûcher. Hein, Giordano, voilà, il y en a eu plusieurs qui ont. Voilà, donc, comme Copernic n'était probablement pas très courageux, il a pu publier son ouvrage, je crois que c'est 3 mois avant sa mort. Et donc, et alors, comment Copernic a eu cette idée-là? Parce que faut savoir donc que pour ce qui intriguait les astronomes, les observateurs, c'était le fameux les planètes. Autant les étoiles, les unes par rapport aux autres, ne bougent pas. Hein. Merci, mon grand. Autant les étoiles ne bougent pas, hein, vous voyez, elles sont toujours à peu près. Enfin, elles ont toutes la même position, les unes par rapport aux autres. Quand vous regardez la dose, toujours la même forme. Bon, voilà. Il y avait un problème, c'est avec les planètes. Les planètes qui tournent autour du Soleil comme la Terre. Et là, elles se déplaçaient dans le ciel. Et là, on ne comprenait pas pourquoi elles se déplaçaient. Un coup, elles étaient dans telle constellation, après, voilà. Bon. Et là, ils ne comprenaient pas. Et donc, c'est Ptolémée qui avait inventé tout un système très compliqué, donc d'épicycle, c'est-à-dire ça tourne autour du Soleil sur un cercle, mais pas tout à fait. Sur le cercle, il y avait un autre cercle qui tournait, enfin, donc c'était des mouvements très très compliqués. Tout ça pour essayer de faire coïncider, disons que le modèle avec l'observation. Et c'est Copernic qui a dit, mais tout ça, ça marche beaucoup mieux si on met la Terre autour, pardon, le Soleil au centre de tout ça, et là, on arrive à expliquer effectivement le mouvement des planètes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. C'était, quand on parle aujourd'hui de révolution copernicienne, on ne fait plus référence obligatoirement à l'astronomie. Ça veut dire que c'est une révolution qui va remettre en question tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Hein. Voilà. Et là, vraiment, c'était quelque chose
Là, je vais vous passer un petit truc, là, puisqu'on va se détendre. De toute manière, j'ai un peu de temps, puisqu'on ne va pas observer le ciel ce soir. Hein, non. Quand on observe le ciel, et tous mes collègues qui sont derrière les télescopes, là, euh, ils viennent me voir, là, dépêche-toi, donc on me presse là, mais ils ne sont pas là. Donc, je suis tranquille ce soir. Allez. Alors, je vais vous passer ça, ça va nous détendre un En petit ce peu. début du XVIIe siècle, une grande bataille coule dans l'équipe scientifique, une bataille au sujet du ciel. La théorie d'un chanoine polonais, Nicolas Copernic, remet en question de vieilles idées imposées par les savants grecs depuis bientôt 2000 ans. Le Soleil se lève vers l'est et se couche vers l'ouest. Difficile pour un observateur situé sur Terre de dire lequel du Soleil ou de la Terre tourne autour de lui. Pythagore et Platon s'étaient posé la même question, mais Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, avait balayé leur doute. La Terre est fixe au centre du monde et le Soleil tourne autour. Plus tard, au IIe siècle de notre ère, Ptolémée vint renforcer les théories de Platon. Mais mettre la Terre au centre du monde est une idée faussement simple qui débouche sur un casse-tête astronomique. Pour masquer cette malformation congénitale, Ptolémée construisit une machinerie très complexe, faite de sphères imbriquées, qui tenait compte de l'observation des planètes qu'il avait pu faire à l'œil nu. C'était cher payé, mais le manège céleste était relativement bien décrit. Pour les Grecs, le monde était éternel, les astres étaient des dieux, formés d'une matière totalement pure, parfaite et incorruptible, qu'on a appelée la quintessence, en particulier Aristote, par opposition justement aux 4 essences qui sont les 4 éléments du monde sublunaire, autrement dit du monde terrestre. Il y avait une 5e essence, et peut-être pas plus que ça, qui était tout à fait différente, beaucoup plus pure, incorruptible, etc., qui était celle des corps célestes. Et donc là-dessus, les Grecs ont élaboré toute une métaphysique, et dans les termes de chacun des trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, toute une théologie s'est greffée sur cette physique et sur cette représentation cosmologique. Ainsi, pendant des millénaires, le géocentrisme régit le mouvement des planètes. La Terre est immobile au centre de notre univers, les planètes et les astres tournent autour d'elle. Et voilà qu'au milieu du XVIe siècle, un obscur chanoine polonais imagine de placer le Soleil au centre de l'univers à la place de la Terre. L'héliocentrisme est né. Copernic n'est pas un grand observateur du ciel, simplement sa démarche est plus philosophique que scientifique. Il voit dans le système de Ptolémée une organisation qui ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de la perfection cosmique. Voilà. On se dit, Voilà, ça nous a rafraîchi les idées, c'est bien. Alors donc, après donc Copernic, les grandes dates, hein, là je déborde un peu du coup, mais les grandes dates grandes dates, les grands personnages qu'il faut connaître, un que vous ne connaissez pas, mais qui est à mon avis le plus fort, c'est Tycho Brahe. On ne le connaît pas parce que c'est un astronome danois. Ça devait être un bagarreur. Il avait le nez coupé suite à un duel, pardon, à l'épée. Et donc, mais c'est un observateur hors pair. Alors, quand je dis observateur, il avait toute une équipe, hein, c'était pas uniquement un seul bonhomme. Et il avait été le roi du Danemark à l'époque lui avait donné une île qui était un immense observatoire. Il y avait énormément de gens qui observaient le ciel avec des appareils pas très, pas très sophistiqués. Hein. C'était des règles qu'on pointait et on relevait les hauteurs et tout ça. Mais donc, il fallait quand même une très très bonne vue, une très grande adresse. Donc, Tycho Brahe, pourquoi je le cite? Parce qu'on va le voir après avec Kepler, à peu près à la même époque. Hein. Il y a eu Galilée. Galilée, bon, tout le monde connaît. Hein, donc, Galilée, c'est l'inventeur, comme on dit, de la lunette, qu'il n'avait pas inventé d'ailleurs. Hein. La lunette existait un petit peu avant lui, mais il a un peu perfectionné. Et puis la lunette était sur. Il a eu l'idée de génie, c'est que les lunettes qui existaient, c'était le hollandais, c'était pour surveiller l'ennemi à l'horizon.
Et lui, il s'est dit, tiens, je la mets un peu plus haut. Et puis voilà, donc Linné de Joly, c'est là qu'il a pu découvrir en l'espace de 8 jours, hein. Il a découvert un tas de trucs, je n'ai pas le temps de vous faire, euh, mais il a découvert les anneaux de Saturne, enfin, difficilement les phases, enfin, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, enfin, tout ça en l'espace de quelques mois, hein. Donc, voilà. Et donc, vraiment, grâce à cette découverte, il va avoir une vue absolument performante. Ah oui, ah oui. Il y a eu Kepler, on va en parler tout de suite, Kepler. Alors Kepler, je vous déborde un peu le sujet, Kepler, c'est lui qui a montré que les orbites des planètes n'étaient pas circulaires, comme on le pensait, mais étaient avec la forme d'une ellipse. Et ça, et comment est-ce qu'il a trouvé ça? Eh bien, grâce justement aux observations de Tycho Brahe. Kepler a travaillé avec Tycho Brahe. Ils se sont fâchés, je crois, à une certaine époque, mais il a travaillé sur le. Kepler n'était pas un observateur. Il était un peu mystique d'ailleurs. Il faisait de. Sa maman avait eu des mêlées parce qu'il faisait, comme on dit, cartomancienne, quoi. Enfin, vous voyez un petit peu ce que. Et donc, heureusement que Kepler était relativement connu, ça lui a évité le bûcher, mais autrement, elle allait y passer elle aussi. Alors, Kepler faisait des horoscopes aussi, pour gagner un peu sa vie, quoi, lui, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc, il faisait quelques. Donc, Kepler, c'était plus l'intellectuel, si vous voulez, mais pas l'observateur. Et donc, c'est en prenant les travaux de Tycho Brahe, et Tycho Brahe travaillait beaucoup sur la planète Mars, parce que c'est elle qui posait plus de problèmes. Et effectivement, c'est elle qui a, on va le voir tout de suite, l'excentricité, c'est-à-dire l'aplatissement le plus grand. C'est-à-dire, c'est là que l'anomalie était la plus grande, et c'est là-dessus que Kepler a travaillé et qui a découvert, donc, enfin, qui n'a pas découvert, qui a dit que les, les, les trajectoires des planètes autour du Soleil ne sont pas des cercles, mais sont des ellipses. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas découvert que c'était des ellipses plus tôt, hein, en observant? C'est que c'est des ellipses, mais qui ressemblent beaucoup à des cercles, hein. L'excentricité, si vous voulez, ça, l'aplatissement, c'est pas l'aplatissement, mais ça veut dire la même chose, est tellement faible que à l'œil nu, enfin je veux dire, sauf à faire des calculs comme Tycho Brahe et Kepler, on ne pouvait pas s'en apercevoir. Et alors, donc Kepler, lui, a découvert ces fameuses lois, je vous indiquer, là, 3 lois qu'on étudie toujours à l'école, hein, les 3 lois de Kepler. Ça vous dit quelque chose? Non, vous êtes trop petit encore, mais bon, en terminale, c'est la semaine dernière, non, cette semaine-là, j'ai fait une petite conférence pour des élèves qui étaient en 2e année de licence. La physique, hein? Aïe, aïe, c'est dur. C'est dur. Bien. Alors bon, bref, Kepler a découvert ces lois-là, mais il n'avait pas d'explication. Il dit c'est comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Et il a fallu attendre Newton, qui lui, avec l'histoire de la pomme, là, bien sûr, tout le monde connaît, l'histoire de la gravitation, hein, qui a dit, ben, c'est bien sûr, hein, le Soleil attire les planètes, il y a une force, théorème de la force centrale qu'on apprend en mécanique, voilà. Ça ne peut être qu'une ellipse. Voilà. Je vous donne la démonstration si vous le souhaitez. Pas ce soir. Voilà. Donc, une ellipse. Alors, une ellipse, vous voyez, c'est un cercle là, bien déformé, bien atteint. Et donc, la Terre décrit une orbite autour du Soleil, définie par les lois de Kepler. Et ce mouvement s'effectue dans un plan. Et on appelle ce plan l'écliptique. Ben pourquoi? Parce que dans certaines circonstances, quand la Lune se trouve dans ce plan-là, il y a une éclipse, hein. Au moment de la pleine lune, nouvelle lune, quand la Lune, en plus donc d'être pleine ou nouvelle, se trouve dans le plan de l'écliptique, eh bien, à ce moment-là, on a une éclipse. D'où le plan, la dénomination du plan écliptique. Alors, Kepler, première loi, toute planète décrit une ellipse autour du Soleil, et le Soleil est un des foyers de l'ellipse. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, hein, une ellipse, il y a 2 foyers, hein. Eh bien, non, ça ne vous dit rien? C'est dommage, j'ai
J'ai caché la diapositive pour ne pas vous péter la tête. Mais bon, elle est là, hein, elle est derrière. Je ne vais pas arrêter le diaporama pour ça. Donc, deuxième loi de Kepler, c'est la loi des aires, la loi des surfaces. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Cette loi, c'est qu'entre T1 et T2, la planète, la Terre en l'occurrence, a balayé cette surface-là. D'accord? Quand elle est là. Et, eh bien, T3 et T4 est égal à T1, T2, même durée, mais à ce moment-là, la Terre se trouve là. Eh bien, la surface balayée dans des temps égaux sont égales. Et c'est ce que je vous dis, donc cette surface-là est égale à celle-là. Mais ici, le temps est beaucoup plus long. Ah, pardon, le temps est le même, pardon, le temps est le même ici, ici. Mais là, la surface est beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que la Terre tourne plus vite un petit peu pas, hein, puisqu'elle doit balayer la même surface dans les temps égaux, donc elle doit aller beaucoup plus vite, hein, quand elle est pas. Ça, c'est la loi des airs. Surface balayée égale dans des intervalles de temps égaux. Égaux avec un, c'est pas un S, hein, vous corrigez vous-même. Voilà. La troisième loi est très intéressante. Alors, pas pour ce cours-là, mais pour un autre cours que je faisais justement aux étudiants, là, pour déterminer la distance des planètes. La troisième loi lie, si vous voulez, la durée de rotation de la planète à la valeur de son demi-grand axe. Si vous voulez. Et c'était génial parce que à partir de Kepler, on a pu, grâce à cette loi, on arrivait à déterminer très facilement la durée de rotation des planètes. Hein. Quand elles reviennent devant une même étoile, ça veut dire qu'elles ont fait le tour. Bon, eh bien, donc, grâce à Kepler, on a pu connaître toutes les distances des planètes du système solaire par rapport à la distance Terre-Soleil. On ne connaissait pas la distance Terre-Soleil. Il a fallu attendre le 18e, des expéditions 18e siècle même, pour connaître la distance Terre-Soleil en kilomètres. Mais indépendamment de ça, on savait que, par exemple, que Mars est à 1,5 fois la distance Terre-Soleil, que Jupiter est à 5 fois la distance Terre-Soleil. On a pu déterminer la distance des planètes, toutes les planètes du système solaire, en fonction de la distance Terre-Soleil qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc c'est quand même assez... Et ça date de Kepler. Bon, la troisième loi, je vous la réserve pour la fin de l'année. Voilà. Alors les saisons. On a vu que l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan. Ici, vous avez le plan de l'écliptique, est toujours incliné de 23 degrés 26 minutes. Il varie un petit peu, vous avez compris, il y a la nutation de la Lune qui fait que ça se modifie un petit peu de temps en temps. Bref. Voilà. Le phénomène des saisons, donc, est directement lié à cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Voilà. Alors là, bien sûr, c'est exagéré. En position 1, ici, hein, vous avez le plan de l'écliptique, c'est le plan de la feuille un peu grisé, et vous avez le pôle Nord qui est ici. Hein, voilà. 23 degrés hein, par rapport à le... Vous voyez que ici, c'est le point A là, qui reçoit directement les rayons du Soleil, mais ici, regardez le pôle Nord, il ne reçoit pas les rayons du Soleil. Hein, vous voyez sur la figure, hein, le Soleil, les rayons du Soleil, voilà, ils passent au-dessus. Hein, donc, mais le pôle Nord n'est jamais éclairé ici en hiver. 6 mois après, le Soleil a fait demi-tour. Hein, toujours incliné de la même façon. Là, regardez, le pôle Nord reçoit les rayons du Soleil et pas le pôle Sud. Donc, c'est cette inclinaison, hein, la Terre tourne en gardant toujours la même inclinaison et
au fur et à mesure qu'elle tourne, eh bien, les rayons du soleil ne l'attaquent pas de la même façon. Ça va, c'est clair? Non, à peu près? Ça va? Je voulais dire ça 2 minutes, mais bon. Alors, quand ici, on appelle ça solstice d'été, d'hiver, là, solstice d'été, et là, ce que je vous disais, les positions intermédiaires, c'est l'équinoxe, c'est-à-dire les jours égaux aux nuits. Je vous passe une petite vidéo, là, hein, comme ça, qu'on voit. Les saisons, tout le monde le sait, c'est une histoire de position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Que la Terre autour du Soleil est une ellipse que la Terre parcourt en un an. Sa distance par rapport au Soleil varie donc au cours de l'année. On pourrait croire que c'est cette distance qui est à l'origine des saisons, mais c'est faux. Si c'était le cas, les saisons seraient les mêmes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Pourtant, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud quand c'est l'été dans l'hémisphère nord. Et en France, c'est justement l'été que la Terre est le plus loin du Soleil. Et puis, il faut ramener les choses à leur juste valeur. L'orbite de la Terre est certes elliptique, mais c'est presque un cercle. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et cette distance ne varie que de 5 millions de kilomètres entre l'été et l'hiver. Si l'on représentait le Soleil par un ballon de football placé au centre d'un terrain de foot, la Terre sera représentée par une tête d'épingle de 2 mm de diamètre. Dans ce cas, la Terre serait placée à environ 24 mètres du Soleil, c'est-à-dire à mi-chemin des buts, et cette distance ne varierait que de 80 cm entre l'été et l'hiver. Pas de quoi expliquer les changements de physique. Pour comprendre ce qui se passe, regardons la quantité de chaleur ou de lumière que nous recevons du Soleil. Pour simplifier, ne retenons que les rayons du Soleil qui chauffent la France, un peu comme un radiateur. Si l'on prend ces mêmes rayons et qu'on les glisse jusqu'à l'équateur, ils éclairent une surface plus petite. On utilise le même radiateur pour chauffer une pièce plus petite. Il fait donc plus chaud. Au contraire, si on amène notre radiateur au pôle, il chauffe une surface plus grande. Il fait donc plus froid. La Terre tourne autour de son axe. La France n'est donc éclairée par le Soleil que la moitié du temps, le jour et pas la nuit. La Terre tourne aussi autour du Soleil, mais ça ne change rien. Notre radiateur chauffe toujours toute la France, quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil. Pour expliquer les saisons, on n'a pas encore pris en compte un point essentiel. L'axe de rotation de la Terre est incliné. Au cours de la rotation de la Terre autour du Soleil, tout au long de l'année, l'axe est toujours incliné de la même façon, indépendamment de la position du Soleil. Du coup, son inclinaison par rapport au Soleil change. Quand l'axe est incliné vers le Soleil, le radiateur de tout à l'heure éclaire une surface plus petite, il fait donc plus chaud, c'est l'été. Au contraire, quand l'axe est incliné dans l'autre sens, le radiateur éclaire une surface bien plus grande et il fait plus froid, c'est l'hiver. La quantité de lumière réservée à la France en été doit chauffer en hiver, en plus de la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Pas étonnant qu'il fasse plus froid. Mais pourquoi 4 saisons? Pourquoi pas 2 ou 10? En fait, il faut distinguer les saisons astronomiques et les saisons météorologiques. Les astronomes ont une définition bien précise. Quand l'axe de la Terre est incliné exactement vers le Soleil, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord. Au contraire, quand il est incliné à l'opposé, c'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Et entre deux, quand l'axe est perpendiculaire au Soleil, ce sont les équinoxes d'automne et de printemps. C'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair. Je ne sais pas si vous suivez, mais... Les saisons météorologiques sont plutôt une question de culture. Dans les zones tempérées, on utilise les saisons astronomiques, mais sous les tropiques, par exemple, on ne retient souvent que 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Le calendrier hindou, lui, compte 6 saisons, et les Chinois en utilisent 24, définies aussi de façon astronomique.
Oui, je vais vous revenir un peu sur ce qu'elle a dit parce que c'est quelquefois pas très clair. Hein, enfin bon. Donc, la Terre autour du Soleil, une ellipse, on l'a vu. On a déjà vu que c'est l'hiver, en hiver hiver astronomique, hein, en hiver que la distance Terre-Soleil est la plus courte. Et on sait aussi, enfin, les saisons ont des valeurs différentes. Hein. Par rapport, bon, l'hiver dure 89 jours, le printemps 92, l'été un peu plus, 93 et tout ça. Mais en fait, il y a par un phénomène que l'on va peut-être voir un peu après, plus tard, on appelle la précession des équinoxes, les saisons varient un petit peu. Alors, vous voyez un petit peu la durée des saisons, ça c'était en moins 4080. Pourquoi cette année-là? Ben, vous avez juste, si c'était bien perpendiculaire, ici. Et en 2000, voilà un petit peu l'aspect des saisons, et en 6000, voilà un petit peu ce sera l'inverse, hein, par rapport à 4080, donc on aura un petit peu l'inverse ici. Bon, tout ça, ça vient je passe rapidement aussi, le point vernal ici, c'est l'intersection de l'équateur avec l'écliptique, grosso modo, et donc c'est ce qu'on appelle le point vernal. Et le point vernal, il recule un petit peu chaque année de 5 secondes, 50 secondes, c'est très faible, hein, c'est même moins d'une minute. Mais, et ça a été découvert par Hipparque. Hipparque, c'était à peu près 50 ans avant Jésus-Christ, je crois. Il avait découvert la variation justement des saisons initiales. Et donc, c'est phénomène, c'est dû un petit peu à cette rétrogradation du point vernal, que les saisons ne sont pas égales. Je vais revenir sur ce qu'elle nous a expliqué, sur plus chaud, plus chaud. Voilà. Je fais un schéma ici pour latitude de 45 degrés. Bon. 45 degrés le 21 juin, 21-22 juin, jour de l'été. Donc, le Soleil est à sa déclinaison maximum. Sa déclinaison maximum, c'est sa hauteur par rapport à l'équateur, ce qui est justement ce fameux angle 23 degrés quelques. Voilà, grosso modo. Eh bien, le Soleil est dans cette direction-là. Voilà l'horizon, hein, c'est la tangente à la sphère terrestre. Et donc, vous voyez que la hauteur du Soleil ici est de 58 degrés. D'accord? Le Soleil est de 58 degrés. Imaginez-vous un tuyau d'un certain diamètre. Tous les rayons du Soleil vont passer dans le tuyau et vont chauffer une surface égale à celle-ci. D'accord? Vous prenez maintenant en hiver, même lieu d'observation, mais là, le Soleil, il est sous l'équateur à moins 23 degrés, 25 minutes. Donc, la direction du Soleil est là, et vous voyez que la hauteur du Soleil à midi, eh bien, elle sera seulement de 21 degrés. C'est pas haut, hein. Ça, c'est un point de 45 degrés, c'est en dessous de Marseille, en dessous de Paris. Hein. Voilà, donc, et vous reprenez ce même tuyau et vous l'inclinez à 45 degrés en le coupant. Vous voyez que lui, là, ben, la surface concernée est beaucoup plus grande. Donc, pour le même flux d'énergie, la même quantité d'énergie, ben, une fois elle se répartit sur une petite surface, donc il fait plus chaud, et en hiver, elle se répartit sur une plus grande surface, donc il fait obligatoirement plus froid. Ça va? C'est clair? Hein? Prenez bien le tuyau que vous avez. Hein? Quand le soleil passe au zénith en Martinique, le tuyau, il est tout droit là. Donc c'est là que il y a une concentration maximum des rayons. Alors que lorsque le tuyau est un peu penché, on le coupe bien sûr, hein, et un peu penché, eh bien, il y a plus de surface. Ça va? C'est bon? Vous voyez qu'ici, j'avais fait le petit calcul là. À Paris, en été, c'est l'énergie en watts par mètre carré. 1000 watts par mètre carré, à Port-de-France, 1094. En hiver, 300
watts par mètre carré à Paris, très faible, et à Fort-de-France, on a 3 fois plus, hein, parce que la différence est... Voilà. Ça va? Alors, on va passer à une autre petite chose. On a vu que le Soleil, enfin que la Terre, tournait autour du Soleil en 365 jours. Donc, au fur et à mesure qu'elle tourne, elle va se situer dans des constellations différentes. Alors, vous savez ce que c'est que les constellations? Constellations, ce sont des groupements d'étoiles qui sortent de l'imagination humaine, hein. La Grande Ourse, bon, les étoiles de la Grande Ourse n'ont aucun rapport physique les unes avec les autres. Elles se trouvent d'ailleurs à des distances les unes des autres considérables, et physiquement, il n'y a rien qui les relie, mais notre fond du ciel nous empêche de voir la profondeur, hein. Donc on met tout, hein, comme nos anciens, on met tout sur une sphère à la même distance, hein. Toutes les étoiles, pour nous, bon, on les voit comme si c'était sur un feuille de papier, hein, alors qu'elles sont bien sûr totalement différentes les unes des autres. Donc, toutes nos constellations sont issues de l'imagination, de l'imaginaire, hein, et chaque civilisation, eh bien, se crée sa propre histoire dans le ciel, hein. Le ciel raconte une histoire, hein. Souvent, ça raconte des histoires d'Iliade et l'Odyssée avec tout le nom des constellations que l'on connaît, Cassiopée, tout ce que vous voulez, alors que en Amérique, c'est bien sûr que les constellations qu'on appelle la Grande Ourse, dans le Caraïbe, on ne l'appelait pas ça la Grande Ourse, hein, il n'y avait pas d'ours. Donc, les anciens, hein. Par contre, vous aviez des constellations qui s'appellent les Caïmans, le serpent, le crocodile, tout ce que vous voulez, là, hein. Donc, il y a, un gars qui a essayé de faire une étude justement de la cosmogonie, quoi, de la Caraïbe. Et donc, c'est un Guadeloupéen, on l'a vu, puis on ne l'a pas revu. Je ne sais pas si ces travaux ont abouti ou quoi, hein, donc mais ça devait être intéressant, mais il faut avoir des écrits, hein. Alors, quand je dis que le ciel raconte des histoires, je discutais avec un pêcheur, on discutait comme ça, et je discutais des étoiles. Je lui demandais s'il repérait les étoiles. Les pêcheurs martiniquais, enfin celui-là, il va avoir un certain âge maintenant, il me dit, ouais, on repère les étoiles. Et il me montre ce qu'on appelle les Pléiades. Il me dit, ça, c'est la poussinière. Vous voyez, donc, c'est. Hein, mais nous, on appelle ça les Pléiades, lui, il appelait la poussinière. Il y a une autre constellation que les Indiens d'Amérique appelaient le nijambiste. Bon, donc voilà. Donc tout ça pour dire que les constellations, c'est pas du tout, c'est vraiment des figures géométriques inventées, hein. On a relié les étoiles les unes les autres par des traits de plume imaginaires. Bon. Donc notre Terre va parcourir un peu toutes les constellations qui se trouvent à peu près dans le plan de l'écliptique, hein, puisque on circule dans le plan de l'écliptique. Et donc, toute cette bande-là, hein, d'étoiles, de constellations qu'on va balayer, ça s'appelle le zodiaque. Une bande zodiacale, c'est une petite bande dans laquelle, justement, la Terre, voilà, bande zodiacale, hein. Alors, donc, le zodiaque, il vient du mot zoon, qui signifie animal. Et je vous laisse lire ça, hein. Donc, alors vous allez dire, oui, il y a 12 constellations, il y en a 13. Ben oui, il y en a 13 parce que, on va en parler un peu plus tard, les astrologues, pour simplifier, on avait vu que 12 mois de l'année, donc 12 constellations. Et ils ont superbement oublié une constellation, on appelle ici Ophiuchus, ou le Serpentaire. Il ne fait pas partie de votre horoscope quotidien. Voilà. Bon. Ben, ceux qui sont nés à cette époque-là sont bien frustrés. Donc, vous voyez que là, mais je vais vous raconter un truc après, vous allez voir, vous allez être étonnés. Et donc voilà un petit peu la Terre qui balaye un petit peu. Alors, je vais prendre l'inverse maintenant, hein. Là, ici, en juillet, la Terre est là. Elle se trouve dans la constellation du Sagittaire. Et donc, elle voit le Soleil, hein,
dans la constellation des Gémeaux. 6 mois après, si ça marche, ouais. Donc, elle fait le tour de toutes les constellations. 6 mois après, la Terre se trouve dans la constellation du Gémeaux et voit le Soleil dans la constellation du Sagittaire. D'accord? Voilà. Alors, ça, ce sont ce qu'on appelle les constellations du zodiaque. Alors, ça a été les astrologues ont créé ce système-là, ça fait à peu près de 2000 ans. 2000 ans. Et depuis ce temps-là, je vous en ai déjà parlé, les saisons varient un petit peu, puisqu'il y a la fameuse précession des équinoxes qui décale un petit peu. Bon, donc depuis 10 000, j'en passe à ça qui va vous faire réagir. Donc depuis 2000 ans, vous voyez, les astrologues, voilà les dates. C'est-à-dire, ils disent le Soleil est dans la constellation des Poissons du 20 février au 20 mars. Or, en fait, aujourd'hui, le Soleil est dans la constellation des Poissons du 12 mars au 17 avril. Donc, vous allez tous faire le truc en disant, moi, je suis de telle date, je me croyais Bélier et je me retrouve Poisson. Donc, je pense avoir des belles cornes et en fait, je suis... hein, voilà. Donc, regardez bien un petit peu. Et donc, vous voyez bien sûr, au Fucus, le Soleil passe dedans du 29 novembre au 17 décembre, mais il n'y a pas de signe zodiacal relative, astrologique, relative à cette... Remarquez aussi que dans la constellation du Scorpion, le Soleil n'y reste que pendant 6 jours. Alors, dans l'horoscope, ça dure un mois, comme les autres. Hein, voilà. Donc, il y a une différence, bien sûr, entre astrologie et astronomie. Bon, on ne fait pas le même métier. Et donc, ça vient justement tout ça a été établi. Le Soleil est effectivement dans la constellation du Bélier le 20 mars, 21 mars, il y a 2000 ans. Hein, donc, à l'époque de l'équinoxe de printemps. C'était là. Maintenant, à l'équinoxe de printemps, bien, le Soleil n'est plus dans le Bélier, il est dans la constellation du Poisson, des Poissons. Alors, je passe ça, tout ça pour vous dire que là, je vous ai défini d'une certaine manière les saisons. En fait, les astronomes définissent ces saisons d'une autre manière. Je vous la passe en utilisant une coordonnée qu'on appelle la déclinaison du Soleil. La déclinaison du Soleil, c'est sa hauteur par rapport à l'équateur. Voilà. Et donc, sa hauteur par rapport à l'équateur, elle varie de 0 degré à 23 degrés et demi. Vous voyez les 23 degrés et demi, c'est l'axe de l'inclinaison de la Terre, à moins 23. Et donc, les astronomes définissent les saisons par rapport à cette valeur de la déclinaison. D'accord? Hein? Ah ben c'est fini. Voilà. 8h30, ça va, hein, pas trop tard. Ah ben, je vous remercie de votre attention. On se revoit le 12 janvier. Je vous parlerai de la Lune. Voilà.